C'est à la suite de la dernière grande extinction massive, il y a environ 65 millions d'années, que les mammifères commencèrent leur développement en s'accaparant des niches écologiques de plus en plus nombreuses et variées. Mais contrairement à l'idée répandue par nos paléontologues dans l'esprit du public, le règne des dinosaures ne s'est pas achevé à la fin du Crétacé. Certaines espèces, ce que l'on nomme les dinosaures aviens, de oiseaux, ont survécu et ont prospéré, tenant le haut de la pyramide alimentaire ainsi que de nombreux autres secteurs, car leur capacité d'adaptation, leur sang chaud, leur aptitude à se déplacer sur de grandes distances pour les espèces volantes, ainsi que leur système d'oxygénation, leur donnèrent un avantage certain sur les mammifères, qu'ils soient marsupiaux ou placentaires. Ce stade de développement de la vie se retrouve aussi sur d'autres mondes vivants, et il existe des espèces intelligentes proches des oiseaux terrestres, ainsi que d'autres intermédiaires entre les reptiles et les dinosaures aviens. Ces similitudes entre des mondes ayant développé leur propre écosystème indépendant sont liées. Élément crucial, l'ADN. Toutes les formes de vie de l'univers sont fondées sur une même technique d'assemblage génétique codée par l'acide polymère et ses différentes briques, les nucléotides, qui sont des points de convergence obligés dans le grand schéma cosmique de la vie. La matière telle qu'elle est constituée et les combinaisons d'éléments aboutissent nécessairement à cette solution. Cette notion de nécessité est dictée par des facteurs quantiques, et l'ADN ainsi que ses 4 nucléotides sont les plus optimaux. D'autres versions de ce système de construction biochimique peuvent apparaître, mais sont moins performantes, et elles n'aboutissent pas à la formation de cellules vivantes complexes. L'ADN est donc le seul langage commun entre toutes les formes de vie, mais si les combinaisons sont nombreuses, elles ne sont pas infinies. Il y a des modèles liés à la structure même de l'ADN, si bien que la nature a tendance à utiliser les mêmes schémas un peu partout. Ainsi, l'œil, organe sensitif servant à capter les radiations afin de faciliter une meilleure compréhension de l'environnement, est très répandu, sous une forme ou une autre, facettes, globes, membranes sensibles. De même, afin de pouvoir fabriquer des objets et se servir d'outils, les formes de vie intelligentes ont toujours recours à des organes préhensibles. De même, afin de pouvoir fabriquer des objets et se servir d'outils, les formes de vie intelligentes ont toujours recours à des organes préhensiles, que ce soit des mains, des pinces, des ventouses ou des tentacules. On retrouve donc sur différentes planètes des espèces évoluées assez semblables à certaines formes de vie terrestres, vivantes ou disparues, céphalopodes, insectes, reptiles, vers, batraciens, poissons, oiseaux, acariens, crustacés, trilobites, etc. Mais tous les modèles de base n'ont pas été automatiquement tous représentés sur notre Terre, ou n'ont pas encore tous été découverts, même si notre planète a su développer un échantillon représentatif des différents patrons des possibles génétiques. Il existe par exemple une race originaire de Sirius qui aura un grand impact sur notre propre développement. Cette espèce intelligente fut travaillée, comme beaucoup d'autres, par les civilisations primordiales et jardinières. Cette race intelligente, les Rakshasas, une dénomination pratique, référence aux démons védiques, a une morphologie et un métabolisme proches de nos dinosaures aviens, tels que le Vélociraptor, ayant évolué vers une bipédie proche de la nôtre il y a de cela plusieurs millions d'années avant notre propre apparition sur Terre. Malheureusement, et je développerai ce point dans la dernière partie de cet ouvrage, toutes les civilisations cosmiques ne deviennent pas des cultivateurs pacifiques. Certaines races, certes minoritaires, s'orientent vers un système de développement dominateur et conquérant. Bien entendu, il y a des facteurs liés à la génétique et aux conditions environnementales ayant mené à leur émergence, n'en reste pas moins que les Rakshasas colonisèrent de nombreux mondes afin d'étendre leur domination et leur puissance, et ce, dans le but de toujours s'étendre davantage. Constamment à la recherche de ressources, ils exploitent systématiquement les mondes qu'ils découvrent, les pillent et parfois les endommagent irréversiblement. De ce point de vue,
Ils sont un véritable fléau que les races primordiales canalisent la plupart du temps. Néanmoins, et pour des raisons complexes que nous aborderons ultérieurement, leur expansion n'est pas complètement jugulée et il existe un principe de non-intervention sophistiqué mis en place par les races les plus avancées, laissant faire ces expansions malheureuses malgré tout. Les Rakshasas, qui sont donc beaucoup plus anciens que nous dans l'histoire de l'univers, colonisèrent une partie des systèmes autour de leur planète mère, un monde orbitant autour du système d'étoiles triple de Sirius A, B et C, plus précisément de Sirius B. La majorité de leur colonie se développa donc dans cette proximité pratique et fut un jour où cette frontière finit par atteindre notre astre et ses planètes. Leur métabolisme étant compatible avec notre environnement, ils s'installèrent en différents points et plus particulièrement sur la Terre et sa Lune, comme base arrière logistique, il y a de cela 4 ou 5 millions d'années. À cette période, une espèce de primate semi-bipède de petite taille arpentait les savanes africaines. Cet ancêtre de l'homme et ses différents cousins avaient été repérés par les civilisations primordiales et notamment une espèce très active dans ce domaine que la tradition populaire appelle petit gris. Cette race très ancienne n'est pas à proprement parler une civilisation primordiale, puisqu'ayant subi un engineering génétique, mais elle s'est rapidement spécialisée dans ce domaine pour des raisons spirituo-religieuses liées à leur propre expérience historique. Elle participa même à l'élaboration des Rakshasas, et bon nombre d'espèces de formes humanoïdes doivent leur aspect à l'intervention de ces gris, car ils se servent volontiers de leur propre patrimoine génétique qu'ils maîtrisent pour hybrider les espèces animales repérées et les aider à avancer vers la voie de l'intelligence. En réalité, dans l'univers, les formes humanoïdes sont relativement rares car la plupart des espèces intelligentes sont aquatiques, et pour celles qui choisissent la terre ferme, encore moins aboutissent à des formes reptiliennes ou mammaliennes. L'action de ces cultures gris est donc particulière à ce secteur de l'univers, ce qui a influencé grandement la proportion à la hausse. Pour des raisons pratiques, et parce qu'il existe de nombreuses races humanoïdes grises dans l'univers, leurs couleurs ne sont pas visibles dans notre spectre de réception et donc ils nous paraissent tous grisâtres. Nous les nommerons Zeta, en référence à l'expérience vécue par Barney et Betty Hill dans les années 60. Betty Hill affirmant que ces êtres gris lui auraient montré leur monde d'origine dans la constellation de Zeta Reticuli. En fait, peu importe leur lieu exact d'origine, ici aussi, cette dénomination a des raisons pratiques. Les Zeta en qualité de cultivateurs étaient déjà actifs sur notre planète depuis des millions d'années et avaient eux-mêmes participé à l'apparition des céphalopodes intelligents. Suite au transfert de cette espèce sur un monde aquatique pour garantir sa survie, le dévolu des Zeta se porta sur des primates dont le potentiel leur parut extrêmement prometteur. Le tout était de libérer leurs mains de leur système de locomotion et ainsi leur permettre de les utiliser pour manier des outils. Un processus progressif d'amélioration visant à la bipédie de ces primates fut donc mis en action et différentes espèces d'homo de type Erectus firent leur apparition dans les grandes plaines. Or, il y a environ 4 millions d'années, la Terre fut colonisée par les Rakshasas, comportant de nombreuses richesses tant minières qu'en termes de biodiversité, c'est-à-dire de sources de nourriture et de molécules originales. C'était un monde idéal pour assouvir leur soif de développement. Le tout était donc pour ces êtres intéressés de trouver un moyen d'exploiter ce monde vierge et riche. Or, leur société, très hiérarchisée, rechigne aux basses besognes et se sert volontiers d'autres espèces animales comme main-d'œuvre. Hors de question d'exploiter les richesses du sous-sol soi-même ou de cultiver et d'élever des animaux. Très avancés scientifiquement, ils ont quand même développé des moyens d'atteindre d'autres étoiles proches et de les coloniser, ce qui est un bel exploit technique. Ils remarquèrent rapidement les primates bipèdes et sélectionnèrent des individus qu'ils modifièrent génétiquement. Ils augmentèrent les capacités cognitives des créatures
afin qu'elles puissent recevoir et exécuter des ordres simples, renforcer leurs caractéristiques physiques, musculature, ossature, et pousser encore plus loin la bipédie amorcée par les États. Ainsi, naquit l'Homo habilis primitif, qui se déclina en différentes sous-espèces par la suite, chaque groupe évoluant parallèlement à partir de l'hybride artificiel pétri par les reptoïdes de Sirius B à partir d'Homo erectus préexistants. Nos lointains ancêtres furent donc modelés afin de devenir d'habiles et robustes esclaves pour les classes dirigeantes Raksasas, et cette situation perdura jusqu'à ce que ces mêmes reptoïdes décident d'abandonner la région du système solaire, et particulièrement la Terre. La raison exacte de ce changement radical sera lui aussi abordée dans la dernière section de cet ouvrage, car elle mérite une explication détaillée et abondante afin de saisir toute la complexité de leur comportement.